Bonjour. Alors là, c'est le dernier slot. On a la chance d'accueillir 3 grandes entreprises emblématiques qui sont donc Orange, Accor et Carrefour. Donc on a 35 minutes pour découvrir vraiment les coulisses de leur transformation digitale. J'espère que les échanges vont être riches. Alors avant de démarrer, je vais vous laisser rapidement vous présenter, chacun d'entre vous, comme ça ce sera plus clair pour tout le monde. Bonjour à tous, Yves Christol, je suis directeur de la gouvernance agile chez Orange France. Bonjour à toutes et à toutes, donc moi je suis Cyril Marchal, je m'occupe du produit, donc du front-end chez Carrefour en France. Bonjour, Philippe Guerrero, donc moi je m'occupe de l'IT sur le produit sur lequel travaille notre cher directeur de produit, donc Cyril Marchal. Donc on travaille ensemble. C'est mon couple. Je suis Gilles de Richemont, je suis CIO d'Accor. Bonjour, Marianne Loesch. Donc, j'accompagne la transfo agile d'Orange France aux côtés de Yves et j'ai vécu d'autres transformations agiles au sein d'autres entités d'Orange. Très bien. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous en êtes où concrètement de votre transformation aujourd'hui ? Gilles, tu as le micro devant, toi. Alors, je commence par dire que à chaque fois, je commence maintenant un peu à réagir sur le mot transformation, parce que j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps et que ça devient un mot vide de sens. Comme toutes les entreprises, on est plongé dans un monde digital et donc on s'y adapte dans notre business et dans notre manière de travailler. Je ne sais pas si on est au début, à la fin. On n'est pas au début quand même. Mais on n'est pas à la fin puisqu'on ne connaît pas la fin. Mais on a, pour une entreprise qui a 50 ans, on a au moins vécu 2 disruptions qui sont les agences de voyage en ligne et le home sharing avec Airbnb. Et on a d'autres disruptions à venir, comme tous les marchés. Et donc c'est à ça qu'on adresse, avec à la fois un sujet de business model et évidemment un sujet technologique. Donc ce n'est pas qu'une histoire effectivement de transformation digitale chez Accor, mais plus une transformation vraiment du business model, sachant que si on lit la presse, on sait que Accor a vendu tous ces hôtels, les murs en tous les cas il y a un an. Oui, en un petit mot, parce que je pense que c'est important pour voir dans quelle transformation on est inscrit quand même, puisque là, c'est une vraie transformation, c'est même un pivot. On devient une entreprise B2B, c'est-à-dire qu'on a vendu nos murs. C'était surtout nos murs en Europe. Overseas, c'était plutôt déjà le cas. Donc, on est une entreprise asset light, comme on dit. C'est-à-dire qu'on fournit un service à des hôteliers qui sont soit des franchisés, soit des managés, c'est-à-dire nous manageons l'hôtel pour le compte d'un propriétaire. Et donc, nous facturons concrètement un propriétaire de ces murs. Donc on est vraiment une boîte B2B2C, puisque notre client direct est le propriétaire. Et évidemment, on s'adresse au grand public, parce qu'on l'a promis à notre client. On lui a promis de remplir son hôtel de clients, de bien le distribuer, d'avoir un beau programme de feed, enfin d'être performant dans son business top line et bottom line. Et donc c'est ça qu'on lui a promis. C'est un vrai changement, puisque après 50 ans de culture B2C orientée vers les gens qui sont dans les hôtels, on continue à le faire, mais notre client qui nous paye, c'est le propriétaire. Et chez Carrefour, alors, pareil, vous en êtes où, vous, de votre transformation ? Alors, je pense qu'on a un métier qui est quand même très différent de celui d'Accor, parce que l'achat en ligne, l'expérience d'achat en ligne reste... disons que le taux de pénétration de l'achat en ligne dans l'alimentaire est encore très faible. Et d'ailleurs, on ne sait pas du tout jusqu'où il ira. Ce qu'on sait, c'est que globalement, les marchés qui sont les plus matures sont un peu plus loin que ce que nous, on peut avoir, par exemple, en France. Mais enfin, on est très, très loin des pourcentages qu'on peut observer dans l'hôtellerie, par exemple. Donc, on a un contexte qui est très différent. Donc, notre transfo digital, ce n'est pas nécessairement une transformation de business model d'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en revanche, c'est que ce qu'on observe aussi, c'est que l'essentiel des gens qui viennent sur le site, en fait, ce ne sont pas des gens qui viennent acheter en ligne, ce sont des gens qui viennent chercher de l'information. Et notamment, par exemple, et ça peut paraître surprenant, de très loin, la première activité des gens sur un site comme Carrefour.fr ou sur les applications, c'est se renseigner sur l'activité commerciale à travers les catalogues. Et quand on dit catalogue, on pense tout de suite à quelque chose de finalement assez old school. C'est du papier qu'on met dans les boîtes aux lettres. Et pourtant, c'est quand même ce que les gens viennent chercher. Donc, pour répondre à la question, il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est que on n'est pas dans une transfo digitale de groupe. On est, nous, en support de l'évolution du comportement des gens, finalement, dans leur expérience d'achat, essentiellement en magasin, mais quand même de plus en plus en ligne. Et je vais quand même te reprendre là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que, en fait, il n'y a pas de « on en est où ?»
on a commencé, ça ne s'arrêtera jamais. La question, c'est d'essayer d'aller un poil plus vite que les voisins, d'exécuter un peu mieux que les voisins, ça sera déjà pas mal, mais on va continuer à changer. Et quand on aura fini cette première phase, il y en aura forcément une nouvelle qui arrivera, quoi. Et chez Orange, c'est pareil, c'est un éternel, une transformation continue. Oui, on partage ça effectivement. Nous, on a fait des méthodes de développement agile depuis une dizaine d'années, parce qu'on est dans le digital, c'est notre cœur de métier pour le coup, pour une large partie en tout cas. On a expérimenté ça avec des anciens du groupe que je vois dans la salle il y a une dizaine d'années déjà. On a une accélération également, pour la raison que, vous savez, on est dans un marché qui est extrêmement concurrentiel, comme en France, et notre stratégie, ce n'est pas un secret, vous en avez vu les résultats, c'est de la diversification. Donc ça fait déjà 10 ans qu'on fait de la télé, on fait désormais de la banque, on fait de la protection des domiciles, donc on se diversifie. Et on en est où? On est passé d'initiatives qui étaient plutôt du domaine de l'IT à quelque chose qui est vraiment drivé par le business, puisqu'on a cette échéance de réussir cette diversification. Et pour ça, on ne peut pas le faire juste avec des méthodes traditionnelles de gestion de projet où on gère toutes les dépendances, parce que la combinatoire devient juste trop importante pour ça. Oui. D'ailleurs, qui est à l'origine de la transfo, plutôt l'IT ou le business chez Accor, par exemple? Qui est le sponsor? Tout dépend. En fait, en transformant le business model, dans tous les cas, toutes les entités doivent se transformer. Je ne sais pas s'il y en a une qui est plus à l'origine que les autres. C'est comme le débat de l'IT et le produit. Est-ce que c'est le produit qui bouffe l'IT ou l'IT qui bouffe le produit? En fait, c'est juste qu'on s'en fout. En fait, c'est d'arriver à faire des bons produits pour les clients qui permettent de délivrer le business de l'entreprise. Et c'est vrai pour toute l'entreprise. Nous, on a un point particulier quand même en IT, c'est que la boîte n'est pas née digitale, et pendant très longtemps, l'IT était une fonction support, qui n'était pas au cœur du métier. Or maintenant, même si on n'est pas une entreprise tech, au sens où on n'est pas un pure player, on ne vend pas une plateforme, jamais une tech compagnie. Et c'est pas notre but, puisque justement notre motto, c'est de faire vivre des expériences mémorables à des clients dans les hôtels. Simplement dans leur parcours, évidemment, l'expérience digitale est clé, et donc l'IT est un des produits qu'on vend aux propriétaires, encore une fois, dans notre modèle B2B. Et donc il faut qu'on sache, on est aussi tech provider, même si c'est pas la seule chose qu'on fait. Et donc ça change quand même beaucoup l'ADN du groupe, d'être un vendeur de technologie et non pas juste un opérateur pour lui-même de technologie. Et d'ailleurs, une entreprise comme Orange, qui est tech déjà dès le démarrage, est-ce que ça a accéléré la transformation? Oui, pour la raison que je disais précédemment. Et nous, il y a vraiment une prise de conscience business dans la sphère Orange France, avec la formule qui avait été utilisée par le patron du grand public et de la transfo d'Orange France, qui avait dit ça y est, j'ai compris, l'agilité, c'est une OPA du business sur l'IT. Ce n'était pas un propos public, il ne faut pas le coter. Mais bon. Et quand je discute de ça avec les responsables du SI, leur réponse, c'est ouais, ou bien alors on peut dire c'est enfin le business s'intéresse à l'IT, bon, un partout, mais peu importe, comme tu le disais, en fait fondamentalement on s'en fiche, ce qui compte c'est qu'on fasse ce rapprochement, on sort chacun de nos vaisseaux amiraux et de nos divisions et on prend le problème par un autre bout que par la séparation des métiers. Philippe et Cyril, là, vous formez un formidable duo, le business et l'IT. Le couple de demain. C'est une composante importante. Je pense qu'il faut que ça fonctionne entre les deux pour que ça marche. Donc, et à mon avis, la collaboration est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. En effet, on avait tendance quand même à avoir des vaisseaux qui n'allaient pas toujours dans la même direction. Et ça, le vrai problème est là, en fait. C'est qu'il faut que les directions soient claires et que l'ensemble collabore pour aller dans le bon sens. Après, j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que tout ça, c'est possible aussi parce qu'il y a eu une grosse évolution de la techno sur beaucoup de sujets. Ce qui permet aussi, on va dire, d'alléger la charge d'un point de vue technique et donc d'accélérer. Parce que le vrai sujet, je rejoins Cyril, c'est qu'on accélère de plus en plus vite. Et pour accélérer de plus en plus vite, il faut que la techno l'accompagne. Et ça, c'est ce qu'on vit au quotidien, quoi. D'ailleurs, je pourrais même compléter en disant qu'on a des impétrants, c'est-à-dire on a aussi nos fournisseurs. Nous, on est une entreprise de réseau et nos fournisseurs, eux, quand ils font des releases régulièrement, il faut bien qu'on suive, qu'on s'adapte. Donc, on est poussé aussi par nos fournisseurs, voire par nos clients B2B qui peuvent exiger parfois qu'on leur réponde
avec des méthodes agiles, voilà, avec des points de vue et des contrats dans lesquels il y a des clauses qui nous l'imposent, tout simplement. Très bien. Alors, dans tout ça, quelle est la place vraiment de vos COMEX dans ces transformations? Est-ce qu'ils ont un véritable rôle accélérateur ou c'est plutôt un frein? Comment... en plus, bon, il y en a certains d'entre vous qui font partie du COMEX. Des noms. Comme toujours, évidemment, les COMEX et de haut en bas de l'entreprise, il faut des promoteurs de cette transformation, sinon ça ne peut pas avoir lieu. Puisque je pense que l'accélération dont tu parles, la clé, elle est managériale. Donc, j'ai toujours tendance à penser que cette transfo dite digitale, elle est liée à la transfo du management. Pour aller plus vite, il faut déléguer. Et pour déléguer confortablement, il faut être sûr que celui à qui on délègue a compris la vision, le cadrage et les objectifs. S'il a compris ça, 9 fois sur 10, il prendra la bonne décision et vite, puisqu'il demandera à personne, ou en tout cas, il ne suivra pas une sorte de chaîne hiérarchique pour savoir s'il a le droit. Le problème managérial, c'est qu'il faut résister. D'abord, il faut donc que les managers assument des décisions qu'ils n'ont pas prises. Et qui résistent à l'envie le jour où il y a ce cas sur 10 qui est raté, puisque évidemment c'est celui qu'ils vont voir, hein, parce que sinon on ne lui escalade pas, qui résistent à l'envie de rajouter des farandoles de contrôle et de copies et de reporting et je ne sais pas quoi, pour se rassurer sur ce cas sur 10, au lieu de se féliciter des 9 sur 10 qui se sont bien passés sans lui. Et cette transformation-là, elle est très difficile. Je ne sais pas quel est le levier, mais en tout cas, de haut en bas de l'entreprise, et y compris dans les COMEX, je pense que c'est ça le nœud de l'affaire. C'est que si on avance en ayant peur ou en ne faisant en fait pas vraiment confiance au sens je veux surtout m'assurer que je décide pour être sûr que tout ce qui se passe, c'est quand même moi qui l'assume puisque je l'ai décidé, il faut rompre ce lien entre la décision et le fait d'assumer. Et ça n'est pas très facile. Et donc, concrètement, Jacques, quelle est sa place? Est-ce qu'il est plutôt accélérateur? C'est pour ça que je disais des noms. C'est que forcément, il y en a qui le sont plus ou moins. Mais dans un COMEX d'une boîte qui n'est pas digitale, c'est normal. Hein. Moi, il y a un truc aussi qui me frappe, mais c'est que évidemment, on considère toujours que les managers auront des notions de gestion, d'entreprise, de finance, etc. Et on est encore, même si le digital a commencé il y a quand même 20 ans, hein, au moins, enfin tel dans l'acception commune actuelle, on ne considère pas forcément que tous les dirigeants d'entreprise doivent avoir un arrière-fond culturel techno, ce qui est, de mon point de vue, dans le monde dans lequel on est, une évidence, mais qui n'est pas encore une évidence réelle dans les entreprises, je vais dire les ETI, et encore moins dans les entreprises traditionnelles. La culture digitale n'est pas encore ancrée. Donc la culture digitale n'est pas ancrée, et donc ces pratiques-là ou ces enjeux-là, non plus. Et il y en a quand même aussi plein qui, donc il faut être clair, n'y comprennent pas grand-chose, et donc ils sont à la limite ni moteur ni frein. Hein. Mais par contre, le point managérial que j'ai évoqué, là, il est clé, parce que ce n'est pas une question d'avoir de la connaissance techno. Hein. Et chez Carrefour, si on parle de votre COMEX... Ok. Ça, c'est une vraie équipe. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'idée, c'est chacun s'appuie sur les qualités de l'autre, en fait. Et pour ça, on est une vraie équipe, et c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est une des raisons du succès. Alors, le COMEX. Pour moi, c'est un accélérateur, j'ai envie de dire quantique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une impulsion au départ du COMEX qui nous donne des moyens, qui décide de mettre des CAPEX sur la table de manière massive, il ne se passe rien. Donc, de temps en temps, il y a un saut. Le COMEX, pour une raison X, Y ou Z, va prendre la décision de dire tiens, il faut remettre un coup d'accélération. Et en ce sens-là, si le COMEX n'est pas derrière, s'il n'y a pas de support du COMEX, il peut discuter longtemps, mais il ne se passera rien. Voilà. Ensuite, au quotidien, attendre de quelque chose, je pense que ça serait une erreur gravissime. Voilà. Moi, si on me donne une direction, des moyens et un semblant de date, ce qui n'est pas hyper agile, on est d'accord. Mais malheureusement, il faut s'adapter aussi à ceux qui payent. Et là-dessus, je te rejoins. Donc, on doit entendre une date. Ça me suffit, en fait. Et après, mon job, c'est d'essayer de faire en sorte, et on a la chance, donc nous, on a des réunions mensuelles avec tout le COMEX, on essaie de leur dire où on est, où on va et pourquoi. On essaie de les aligner aussi sur leurs propres priorités, parce que nos ressources, elles sont ce qu'elles sont, et que si j'additionne tout ce qu'ils voudraient qu'on fasse, on a beau accélérer, on est encore assez loin du compte. Mais à la fin, c'est pas le COMEX le problème. Le COMEX, il nous aide, il nous donne des moyens. Après, c'est à nous de le gérer, quoi. Si on ne le gère pas, c'est un problème. Voilà. Yves, peut-être ajouter un mot?
On a assez peu de directeurs exécutifs qui savent faire un git merge, si c'est ça la question, et qui comprennent les enjeux. Je rejoins de la technique. Néanmoins, je pense qu'en termes de gut feeling, oui, c'est super important. Leur engagement est super important et change tout. Ça valide, ça légitimise la démarche. Et le gut feeling, il ne vient pas d'une sympathie du moment ou d'une mode, mais de données quantifiées sur les coûts de nos projets traditionnels. On voit bien qu'il y en a qui arrivent avec beaucoup moins de moyens. Et quand on se dit que plus un acteur, moins il a de monde, plus il est performant en termes d'IT, ça secoue quand même un petit peu nos représentations, même si on ne comprend pas exactement pourquoi, comment ça se fait. On se dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc le gut feeling du COMEX, il est là, et la légitimité des programmes de transformation et des programmes d'agilisation qui vont prendre des années, elle vient de là d'abord. Oui. D'accord. Moi, pour compléter ce que je disais, tu as tout à fait raison, c'est pas non plus le COMEX qui va l'exécuter ou qui va rentrer dans la manière de le mettre en œuvre. Nous, on a aussi quand même un patron qui a un côté visionnaire et qui donc il ne dit pas il faut faire telle ou telle chose ou il faut accélérer l'agilité ou je sais pas quoi, mais par contre il sent bien la nécessité de mouvement du groupe et donc il l'inscrit dans un sujet de marché et un besoin business. Et après, il nous demande en fait de trouver la trajectoire qui correspond à cette réalité de marché et à cette réalité business. Et donc, en cela, il joue bien son rôle. Évidemment, son rôle n'est pas d'expliquer comment, par étapes, en appuyant sur l'agilité ou le modèle économique ou des choses comme ça, enfin le modèle économique interne, je veux dire, on va pouvoir agir. C'est justement ces équipes qui doivent lui raconter un peu comment on va pouvoir mettre en œuvre ce qu'il décrit concrètement. Ok. On a parlé, peut-être que tu voulais ajouter un dernier mot sur ce point-là. Oui, peut-être juste rajouter que dès qu'on va vouloir être dans une posture un peu trop de contrôle en capéisant les choses, on va tout de suite dévier du chemin qu'on s'était tracé. Et donc, rester drivé par la stratégie et la vision, ça suffit largement. Voilà. Okay. On a pas mal parlé ensemble que finalement, ce n'était pas forcément qu'une problématique de transformation digitale, mais c'était vraiment finalement une transformation managériale. Comment vous le gérez concrètement dans vos différentes entreprises? Et j'aimerais savoir aussi quel est le rôle de vos DRH dans cette transformation managériale. Parce qu'on les entend peu, malheureusement. Pourquoi? Enfin, plusieurs questions. Peut-être Yves, tu veux commencer? Alors, c'est un sujet qui est bien identifié. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que ce soit un des gros sujets et que ça soit pris en compte et identifié, ça, c'est clair, c'est fait, c'est derrière nous. Maintenant, on a tout à faire, mais au moins, on ne se met pas la tête dans le sable. C'est le premier point. Comment on le gère? Déjà, en rendant les choses visibles, déjà en explicitant là où on est. Ça peut être sur des choses comme les taux d'encadrement, les mix métiers, des profondeurs de contrôle des organisations. Rendre ça lisible et accessible, c'est un premier élément. Travailler sur la dimension multirôle. Je peux être manager et développeur, je peux être manager et designer, à condition de bien répartir le temps, ce qui est une manière de clarifier. Et là, maintenant, je suis dans mon rôle d'expert sécurité ou de manager, par exemple. C'est important. Et puis en s'appuyant, malgré tout, c'est ça la difficulté, le paradoxe, c'est qu'on doit s'appuyer sur les lignes managériales qui se posent la question de « et moi dans tout ça ?» Et on ne peut pas demander à des gens d'être entraînants, d'être en leadership si eux-mêmes ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés ensuite. Donc il faut vraiment construire ça avec eux. On a des relais en termes de communauté de managers et les RH participent et accompagnent ça. Donc chez Orange, vous êtes plutôt avancé sur ce point. On est avancé sur l'analyse de la problématique. Voilà. Non, mais c'est forcément des cycles longs, mais par rapport à il y a quelques temps, on va dire, oui, on est beaucoup plus lucide et structuré sur cette problématique. Chez Carrefour, Cyril. Alors, je vais reprendre la question parmi les questions. Pour moi, la question que tu posais, en tout cas telle que je la comprends, c'est l'impact que ça peut avoir en termes de management. Ce que je trouve vraiment génial, par exemple, sur notre floor, c'est qu'en fait, il n'y a pas de boss. Voilà. Il y a des équipes, il y a une vingtaine de feature teams, il n'y a pas de boss. Voilà. Il y a juste des gens intelligents, qui ont des compétences, qu'on assemble et qui ont un objectif. Voilà.
Et ensuite, chacun a sa tâche. Voilà, chacun a son rôle. Il y en a un qui va prioriser, l'autre qui va définir, l'autre qui va dire comment, l'autre qui va organiser, celui qui va tester, celui qui va mettre en prod, etc. Mais à la fin, ce qui est génial, c'est qu'on se retrouve avec des équipes qui sont plus hiérarchisées, en fait. Elles sont organisées vers un objectif. Et je pense que c'est ce qui fait que ça change fondamentalement, en fait, la logique de management. On donne du sens, en tout cas on essaye, on n'y arrive pas tous les jours, faut pas non plus survendre le truc, mais on essaie de donner du sens à ce que les gens font, on essaie de leur donner une direction, on essaie de leur donner des moyens, et à la fin, quand même, ce qu'on observe, c'est que la notion de boss, c'est utile, mais pas tant que ça. Donc vous avez plutôt réussi, là, tu parles du de ce côté-là, je pense que ça marche bien. Ouais. De ce côté-là, je pense que ça marche plutôt bien sur l'équipe. Ouais. En tout cas, on ne ressent pas le besoin et les gens n'expriment pas le besoin d'avoir un manager, etc. Ce qu'il y a en revanche, effectivement, des pôles de compétences, des gens qui essaient d'apprendre, qui partagent des connaissances, etc. Mais plus par métier, en fait. C'est des corps de métier, c'est des groupes de métiers qui essaient d'évoluer. Mais à la fin, on est vraiment sur des logiques qui sont des logiques totalement différentes de celles qu'on pouvait avoir avant en termes d'organisation d'équipe. Après, c'était plus la place du manager dans cette nouvelle façon de travailler, quand on est en mode agile notamment. Comment on gère? Parce que c'est pas si évident que ça. Enfin, non, on le voit au quotidien. C'est pas évident. Ça a été alors on a été accompagné. Hein, c'est-à-dire que toute la partie RH chez Carrefour nous accompagne sur pas mal de sujets. Ils se posent aussi des questions, hein, et aussi ils se remettent d'ailleurs toute la partie recrutement, etc. Elle a été révisée. C'est aussi une évolution en termes de recrutement. D'ailleurs, pour les recruter des techs, hein, on recrute pas. J'ai pas l'impression qu'on recrute les techs de la même façon qu'on les recrutait il y a 10 ans. Du moins, c'est pas ce qui arrive à Carrefour. Ne serait-ce que parce qu'il faut les faire venir et qu'aujourd'hui, c'est des ressources assez rares en Ile-de-France. Et à part ça, le manager, il s'interroge beaucoup au départ parce qu'il retrouve, il perd ses repères. Et toute la question, la discussion, l'échange qu'on a pu avoir avec eux, c'est de leur faire comprendre en effet qu'à la fin il y a deux rôles. Il va y avoir un rôle dans le produit sur lequel il n'a pas le droit d'intervenir avec sa casquette hiérarchique ou avec sa casquette de manager. Et après il a un rôle de manager qui est plus un rôle, on va dire, d'accompagnement des ressources, etc. Mais voilà, il faut qu'ils sachent faire le distinct entre ces deux rôles. C'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup d'accompagnement, mais vous y arrivez. On y arrive. Alors après, voilà, c'est des choses qui se construisent. Hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Je suis d'accord. Moi, je suis un manager et donc moi j'ai l'impression que mon rôle c'est de desserrer des freins à main. Et d'essayer d'aider les équipes à travailler le mieux possible. Et donc déjà que je ne les gêne pas. C'est comme en médecine, déjà il ne faut pas aggraver l'état du patient soi-même. C'est une première étape de progrès. Et donc je pense que c'est vrai presque chez tous les managers. Il y a quelques points que je peux citer. On a vraiment cherché à établir une filière tech, c'est-à-dire dire qu'on peut être expert, on peut progresser dans sa carrière en étant un expert, un tech, être plus payé que son manager, pour être super concret, avoir une trajectoire de progrès sans devenir forcément pilote d'une équipe. L'autre truc qui est un exemple qui me tenait à cœur quand je suis arrivé, c'est qu'on arrête de se refacturer en interne, puisque ça me paraît être un bon levier d'arrêter d'abord de passer du temps à rien en a l'impression de gagner de l'argent en facturant son collègue, mais aussi ça rend potentiellement plus transparent, évidemment, puisqu'on n'est jamais transparent pour de vrai avec son client. Et donc commencer à faire une feature team en commun, évidemment, c'est pas en se facturant à l'intérieur. Donc en fait, ça paraît évident, hein, mais c'est que de la même manière que de faire du digital sans tech, ça paraît dingue. N'empêche qu'il y a plein de boîtes qui ont cru que c'était possible à un moment. Et donc voilà, ce genre de truc-là, rien que ça, c'est connexe au management, mais en fait, c'est aussi des moyens, ou en tout cas des freins qu'il faut desserrer, ce qui ne veut pas dire que la voiture avance après, mais en tout cas, sans ça, elle n'avancera pas. Donc il n'y a plus de refacturation interne chez Accor dans l'entité digitale corporate, okay. Avec les régions encore, mais je ne désespère pas de passer la deuxième lame. Ouais. Moi, je pense que les RH ont un rôle clé à jouer, puisqu'on a besoin de staffer des rôles qui sont clés, qui demandent des compétences à la fois parfois très techniques, de l'expertise, mais aussi des nouvelles compétences pour pouvoir collaborer. Et ça, on les valorise peut-être
pas encore suffisamment aujourd'hui. Et par ailleurs, on a donc cette population de managers qui se posent des questions. Donc après, il faut construire tous ces chemins. On a certains managers, anciens développeurs qui se remettent à coder. Et comment on fait pour que, on le disait tout à l'heure, ces métiers-là soient suffisamment valorisés. En tout cas, chez nous, ce n'est pas encore des métiers, ce sont des rôles. Alors déjà, on pose la question, si ce n'est pas un métier, est-ce que c'est très sécure? Donc il y a toutes ces questions de valorisation. Et puis derrière, la culture, ça va prendre du temps, mais comment on fait pour que la position de manager ne soit pas une récompense? Parce que quand on ne l'a plus, du coup, c'est un petit peu inconfortable. Donc ça change. Voilà. En ce moment, dans vos entreprises, en tous les cas, ça commence. On évolue. Et on a besoin des RH pour Très ça, bien. effectivement. Alors, il nous reste 10 minutes. On va essayer de prendre 5 minutes et vous laisser aussi 5 minutes pour poser des questions. Quelles sont, une question un peu classique, mais quelles sont les difficultés ou les obstacles que vous avez réussi à surmonter, dont vous êtes fiers depuis le démarrage de cette transformation, même si elle existe depuis des années et des années, elle va se poursuivre encore très longtemps. Mais est-ce qu'il y a un obstacle, on va dire, peut-être pas, qui était plutôt complexe? Je pense qu'il y a un obstacle qui revient régulièrement, et donc il n'est pas inintéressant pour ça, c'est le fait qu'on se réorganise régulièrement. C'est-à-dire que inévitablement, on avance, on progresse, on se rend compte qu'il faut mettre l'emphase sur telle ou telle fonctionnalité, telle ou telle équipe, tel ou tel projet, et donc il y a des conséquences. Il y a des conséquences organisationnelles parce qu'on veut forcément déplacer des ressources, mettre l'effort quelque part, etc. Et en fait, on se rend compte que, en tout cas, moi je trouve que nous, on a bien progressé sur notre capacité à emmener les équipes d'un état A à un état B, d'une organisation A à une organisation B. Et je pense que la prochaine fois, ça sera encore plus facile, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, justement, par rapport à ce que tu disais, il y a moins d'inquiétude sur quel est mon plan de carrière, quel est mon avenir. Non, le vrai sujet, c'est on a besoin de tes compétences. On va te faire progresser dans tes compétences. Maintenant, ce que tu fais aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que tu feras demain. Mais il y a un deal. Ce qu'il faut, c'est un contrat de confiance, en fait. C'est tu m'apportes des compétences, j'enrichis tes compétences, et ce sur quoi tu bosses, ça peut changer. Voilà. Tant que ce qu'on te demande de faire a du sens pour toi, ça peut fonctionner. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on peut soulever des montagnes, quoi. Voilà. Et là, vous êtes pratiquement arrivé ou pas? Oh non, il y a du taf. Non, il y a cas, encore du boulot, mais la montagne est haute. Ouais. Donc, vous allez dans le bon sens. Mais je pense que c'est un vrai obstacle parce que inévitablement, on doit se réinventer régulièrement. Et tout le sujet, c'est il ne faut pas se réinventer à 2 ou à 3. Quoi. Il faut se réinventer à 200, à 300. Et donc, il faut réussir à trouver le moyen d'embarquer les gens de manière... il faut que ce soit serein, qu'il y ait suffisamment de confiance et d'envie. Voilà. Et je pense que de ce côté-là, en tout cas, on progresse. Yves? Peut-être une fierté, c'est qu'on ait réussi à créer des collectifs pluridisciplinaires à haut niveau dans l'entreprise qui mélangent donc business, IT et qui travaillent ensemble. Et c'est des collectifs et pas des comités. Et donc pour nous, ça veut dire beaucoup déjà en progression. C'est pas des gens qui se réunissent pour juger le travail des autres, mais qui travaillent ensemble. Et c'est exemplaire aussi pour les autres collectifs qui vont se constituer autour. Et un défi pour demain encore, notre mix métier, comme le disait Marianne, il a commencé de bouger, on envoie les signaux, mais c'est en flux, on se fait plaisir, et en stock, ça prend du temps, quoi. Donc voilà, c'est ça qui nous attend pour les années à venir. Gilles, qu'est-ce que... Moi, il y a un aspect clé, j'en parlais pour le business model de l'entreprise, c'est que la tech et les enjeux tech sont reconnus comme un enjeu de business partnership et pas un métier de delivery d'un projet avec un guichet, quoi. Ça, c'est quand même un switch qui a eu lieu de haut en bas de l'entreprise. Et voilà, pour la culture initiale du groupe, c'est un beau mouvement déjà. Et puis après, je retiens une toute petite victoire, mais c'est jamais que des petits signes. Hein. C'est le moment aussi où un COMEX, puisqu'on lance la semaine prochaine un programme de fidélité qui s'appelle All, et donc on a une belle bascule. Mais ils sont venus à un management visuel, c'est-à-dire ils sont descendus à l'endroit où il y a les management visuels plutôt que de réclamer des slides qu'on irait leur présenter au 23e étage. Et donc ça, c'est évidemment, on peut trouver c'est anecdotique, mais pas que, je pense, puisque ça veut pas dire qu'ils vont faire ça toutes les semaines, etc., hein, qu'ils vont faire des stand-up, faut pas déconner. Mais par contre, c'est quand même un qui code. Hein, ouais, oui, mais c'est comme la pose des premières pierres. Hein, je sais pas si ça va en prod, quoi.
Mais après, par contre, c'est quand même un élément culturel qui est quand même un petit signe que c'est une évolution managériale quand même, quoi. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Une seule chose, enfin, pour terminer un petit peu cette table ronde. J'allais dire, c'est presque la deuxième lame de tout à l'heure. C'est que, comme on est une entreprise, il y a quand même pendant longtemps, en tout cas jusqu'à très peu de temps, le corporate d'Accor pensait que son client, c'était la région d'Accor. Et donc moi, je passais pas mal de temps à dire que le business, c'est l'argent qui vient de l'extérieur. Et donc, c'est quand même ça qui va nous faire gagner de l'argent. Mais après, c'est aussi une culture d'entreprise qui était liée positivement à un esprit d'entrepreneur, puisque Accor a quand même conquis le monde, j'allais dire en envoyant partout dans le monde des entrepreneurs qui ont ouvert des hôtels, à une époque où l'hôtel était une PME locale qui avait un business qui n'avait rien à voir avec le central, puisqu'il n'y avait pas d'offre centrale Accor. On réservait son hôtel en rentrant à pied dedans ou en téléphonant. Et donc cette culture d'entrepreneur qui a donné lieu quand même à des PNL partout incroyables, c'est plus adapté au monde digital, mais ça a permis quand même à Accor de conquérir le monde. Donc c'est pas un mauvais modèle, hein. C'est juste que justement il faut pivoter et changer ce mode de fonctionnement-là, quoi. Marianne, une seule chose à changer? Moi, si j'avais une baguette magique, je ferais disparaître tous les documents ou les mails où on compte les features qui ont été délivrés et où on compterait plutôt la valeur perçue et voire sonnante et trébuchante par les clients. Voilà. Okay. Très bien. Carrefour. Moi, ce que je dis, ce que je pense, c'est que voilà, j'aimerais bien pouvoir, avec une baguette magique, réussir à créer une équipe qui fonctionne du jour au lendemain, parce que l'alchimie entre les ressources, elle ne fonctionne pas toujours. Et donc, il y a quelques ajustements qui doivent être réalisés avant que ça commence à fonctionner. Donc, si quelqu'un a la recette, voilà, qui vient me voir, je serais ravi de l'avoir. Moi, je rebondis sur ce que tu disais. En fait, ce que j'aimerais, c'est faire en sorte d'inverser le ratio entre ce que d'une manière ou d'une autre on me demande de faire et ce que j'aimerais que les équipes fassent par elles-mêmes, en fait. Dit autrement, réussir à renforcer le pouvoir des équipes dans la prise de décision de qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. Parce qu'à la fin, on dira ce qu'on veut, c'est eux qui savent, en fait. Ensuite, notre job, c'est de les éduquer, de les outiller, de leur expliquer et rabâcher régulièrement quel est notre métier, où est la valeur at large au niveau du groupe et qu'est-ce qu'on cherche, s'assurer que les KPI sur lesquels ils ont leurs yeux au quotidien sont les bons. Mais s'ils sont bien outillés et qu'ils comprennent le sens de ce qu'on fait, il y a un jour où normalement 80% des décisions devraient être prises en termes de qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on met dans le backlog, où on va, devrait venir d'en bas et pas d'en haut, en fait. Et là, je ne cherche pas quelqu'un qui peut me dire comment faire, parce que je ne sais pas si ça existe, en fait. Mais peut-être, non. Je touche du bois. Le mot de la fin, Yves, avant de passer rapidement. Non, je veux les mêmes baguettes. Ouais. Je veux les mêmes baguettes. Non, mais voilà, réduire nos temps de cycle, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc, et ça passe par là. En général, quand on dit au patron, il faut donner de l'autonomie aux équipes, ils disent « Ah oui, absolument, ça veut dire que vous allez en avoir moins. » Comment ça? Ouais. Donc, c'est cette partie-là qu'il faut faire. Changer. Ok, en tout cas, merci. Merci pour votre participation. On a 3 minutes, je crois, 2 minutes et demie pour des questions. Alors, je ne vois pas... voilà, je vais me déplacer. Avant toute chose, merci pour ce retour d'expérience. C'était un échange extrêmement intéressant. Vous avez beaucoup parlé de vos organisations, de votre modèle économique. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur comment votre rapport à vos clients a changé, l'un de vous ou chacun d'entre vous? Parce que c'est l'aspect qu'on n'a pas assez entendu peut-être lors de cet échange. Je peux essayer. Pour moi, en tout cas, parce que mon job, c'est le produit, le rapport au client, il est... en fait, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que si on n'a pas les yeux rivés sur ce que font les gens, alors j'ai une interface que je mesure, qui est l'interface digitale, mais si on n'a pas les yeux rivés sur ce qu'ils font à cet endroit-là, on rate notre boulot. Parce que la réalité, c'est qu'on part d'un point
Et il y a deux approches. Soit je me dis, ah, je vais emmener les gens ici, soit j'observe ce que les gens font et j'essaie de rendre leur quotidien plus facile, plus agréable, en me disant, bah, ils font déjà ça, si je fais en sorte que ce soit plus facile pour eux, ils vont rester. Et puis petit à petit, je vais me débrouiller pour essayer de comprendre qu'est-ce que je pourrais leur faire d'autre, ou qu'est-ce qu'ils aimeraient que je leur propose d'autre, et ainsi de suite. Et donc finalement, je pense que l'approche d'avant, c'était, ah, j'ai une idée, tiens, je vais leur proposer quelque chose, et maintenant, c'est plutôt, je les observe, et comment est-ce que je peux faire en sorte de leur donner ce qu'ils veulent. Et je pense que, pour nous, en tout cas, vraiment, le sujet de fond, c'est d'essayer d'être en réponse à ce qu'on observe, plus qu'en construction de ce qu'on voudrait. Voilà. Très bien. Bon, merci.